Nous sommes en 2005. Dominique de Villepin est alors Premier ministre et il prend une décision qui semble à l'époque anodine, mais dont on mesure aujourd'hui les conséquences. J'ai en outre décidé de poursuivre la cession par l'État de ses participations dans les sociétés d'autoroutes. L'État décide de vendre les autoroutes pour un montant de 14,8 milliards d'euros. Vinci, Eiffage, Abertis signent le chèque. La transaction est bouclée en quelques mois. La Cour des comptes, elle, notera ensuite que le prix était dans la fourchette basse des évaluations. Autrement dit, l'État avait vendu moins cher qu'il n'aurait dû. Mais le fond du problème, ce n'est pas le prix, c'est surtout ce qui s'est passé après. D'après Ouest France, depuis 2006, le prix des péages augmente tous les ans, alors même que les péages ne devaient être que temporaires pour financer une fois l'infrastructure, puis pour rendre les autoroutes gratuites. Certains ont l'impression qu'on a bradé les autoroutes. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une succession de décisions qui ont été prises par nos politiques. Et donc finalement, celui qui se retrouve au bout de la chaîne à payer tout ça, c'est l'usager. C'est donc nous qui payons et les concessionnaires qui augmentent leurs profits. Une mission d'expertise portant sur le modèle économique des sociétés concessionnaires d'autoroutes avait souligné dès février 2021 une rentabilité très supérieure à l'attendue pour les deux plus gros réseaux, Vinci et Eiffage. Selon la commission d'enquête du Sénat, les dividendes versés aux actionnaires des 4 principales sociétés devaient atteindre 76 milliards d'euros d'ici 2036, soit 5 fois le prix de vente, dont 32 milliards de surprofit pour Vinci et Eiffage seul. Le sénateur Vincent Delahaye l'a résumé en avril 2025, ce sont ces sommes colossales qui sont en jeu et dont il convient de discuter la répartition. D'autant plus dans la période actuelle où l'on prend enfin conscience de l'état catastrophique de nos finances publiques. D'un côté, l'État, pour boucler le budget de l'année, réclame 40 milliards d'économies. Il coupe dans la justice, dans la recherche, dans l'environnement. Il vous demande de comprendre, de patienter et surtout de faire des efforts. De l'autre, 32 milliards de surprofits s'en vont vers les actionnaires de Vinci et Eiffage. 40 milliards cherchés, 32 milliards partis. Ces deux chiffres sont rarement mis côte à côte. Pour rappel, cette privatisation avait été actée pour faire face à la dette publique, à l'époque de 63% du PIB. Elle atteint près de 118% aujourd'hui. On parle d'elle toute la journée en cette rentrée. On ne cesse de déplorer ses records à la hausse. Elle atteint désormais 3 400 milliards, c'est du jamais vu. Je parle de la dette française. Où va l'argent ? Est-ce que j'en ai pour mon argent ? Où va l'argent des impôts ? C'est effectivement la question qui revient dans quasiment tous les forums. 5 euros. C'est tout ce que reçoit la justice française quand vous payez 1000 euros d'impôts et de cotisations. La défense en reçoit 32, l'éducation 89, la protection sociale 567. Mais alors où va vraiment l'argent de vos impôts ? Le problème, c'est que la réponse est noyée. Entre les chiffres qui se contredisent d'un plateau télé à l'autre, on finit par renoncer à comprendre. Alors je me suis penché sérieusement sur la question, pas pour vous donner un énième avis, mais pour vous livrer l'analyse la plus factuelle possible, chiffres à l'appui, dont certains sont particulièrement éloquents, voire choquants. Des chiffres qui racontent une histoire parfois sensiblement différente de celle qu'on retrouve sur les plateaux télé. Le régime d'imposition. Mais qu'est-ce que c'est le régime d'imposition ? Moi, je ne fais pas de régime. Je mange à ma faim. Voilà. Amusez-vous à poser la question autour de vous. C'est quoi le principal impôt en France ? 9 fois sur 10, on vous répondra l'impôt sur le revenu. C'est logique, c'est le plus visible. Chaque année, l'avis d'impôt tombe, vous voyez le chiffre, vous le ressentez, vous le payez directement. Et 9 fois sur 10, la réponse est fausse. Le vrai premier impôt du pays, vous le payez tous les jours sans jamais le voir passer. Et c'est aussi peut-être le plus injuste. Alors j'y reviens juste après parce que pour le comprendre, il faut d'abord savoir où atterrit votre argent. En France, tout ce qu'on vous prélève ne va pas au même endroit. Il y a 2 grandes caisses. La première, le budget de l'État, alimenté par les impôts et les taxes, c'est lui qui paye l'armée, la justice, l'école, etc. La seconde, la sécurité sociale, alimentée par vos cotisations, ces fameuses lignes, parfois obscures, qui déterminent le montant prélevé avant même que vous touchiez votre salaire. À elles seules, ces cotisations pèsent 428 milliards d'euros par an. 2 caisses, 2 logiques distinctes. Et pourtant, dans le débat public, on mélange tout en permanence. Alors revenons à notre impôt mystère. L'impôt sur le revenu d'abord, un peu plus de 100 milliards en 2025. Alors c'est beaucoup, certes, sauf que un foyer sur 2 ne le paie pas parce qu'il ne se déclenche qu'au-dessus d'un certain niveau. Donc visible, oui, mais numéro 1, non. Le vrai numéro 1, il porte mal son nom, c'est la taxe sur la valeur ajoutée, la fameuse TVA. C'est une petite ligne au bas d'une addition, quelques pourcents sur le prix d'un produit qui se rappelle à votre porte-monnaie et vont directement dans les caisses de l'État.
Vous la payez lorsque vous allez au restaurant, dans les transports publics, dans un supermarché et même chez votre pharmacien. C'est la taxe sur la valeur ajoutée, impôt indirect qui frappe tous les consommateurs. Et oui, malgré son nom de taxe, c'est bien un impôt. Vous la payez sans aucune contrepartie précise en retour. Et à elle seule, la TVA pèse plus d'un tiers de tous les impôts collectés par l'État, 35%. De loin le premier du pays, devant l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et les autres. Le reste, eh bien, les taxes sur l'énergie et les carburants, les droits de succession, l'enregistrement, une myriade de petites lignes. Et donc, petite fierté française, la TVA est une invention française. En France, en 1954, c'est l'inspecteur des finances Maurice Lauré qui le premier va mettre en place un impôt directement facturé aux clients sur les biens qu'ils achètent. C'est la fameuse TVA, taxe sur la valeur ajoutée. Depuis, plus de 150 pays l'ont copié. C'est donc un des impôts les plus critiqués, les plus impopulaires du monde, qui porte très mal son nom, on l'a vu, et le plus rentable par contre, jamais conçu, en tout cas en France. Pourquoi c'est rentable ? Parce que vous payez la TVA sans y penser. Un ordinateur à 1000 € TTC, c'est 166 € de TVA cachés dans le prix qui file directement à l'État. Et voilà pourquoi c'est le plus injuste. Deux personnes, la première gagne le SMIC, elle dépense tout ce qu'elle touche, donc elle paie de la TVA sur la quasi-totalité de ses revenus. La seconde gagne 10 000 € par mois. Elle en épargne une partie et cette partie échappe de facto à la TVA puisqu'ici rien n'est consommé. Même taux pour les deux, mais rapporté au revenu, c'est celui qui gagne le moins qui paie le plus. On appelle ça un impôt régressif, à l'inverse de l'impôt progressif. Alors maintenant que l'on sait ce qu'on paye et comment, reste que le plus troublant n'est pas là. La véritable opacité pour les citoyens, c'est ce que l'État fait de cet argent. Et également du manque à gagner pour l'État, on va en reparler. Parce que ça aussi, on a du mal à y voir clair. Alors nous allons réaliser une expérience de pensée ensemble pour mieux comprendre. Reprenons nos 1000 € d'argent public du début constitués de vos impôts et de vos cotisations réunies et suivons-les euro par euro. La répartition calculée par l'INSEE réserve quelques surprises. 567 € sur 1000 vont à la protection sociale, donc retraite, santé, allocation, chômage, logement, etc. Plus de la moitié. Et ça tombe sous le sens si on se souvient de nos deux caisses. Cet argent-là, ce sont surtout vos cotisations, le fameux contrat social collectif. Vous cotisez aujourd'hui pour les retraités et les malades d'aujourd'hui. Demain, d'autres cotiseront pour vous. C'est de loin le poste le plus important et on y reviendra parce qu'il est symptomatique de ce que beaucoup ressentent par rapport à notre système de redistribution. Ensuite, 89 € vont à l'éducation. École, collège, lycée, université, cantine, résidence étudiante. Tout ce qui touche de la formation, de la maternelle jusqu'au master et plus. 61 € au fonctionnement des administrations. 50 € au soutien aux activités économiques. 36 € au transport et équipement collectif. Et puis il y a celui-là. 35 € servent uniquement à payer les intérêts de la dette. Pas à rembourser l'emprunt, non, juste les intérêts. C'est un peu comme si votre compte était à découvert et que vous ne payez que les intérêts, mois après mois, donc de votre poche, pour continuer à vivre sans jamais parvenir à revenir dans le vert. Vous vivez à crédit et vous le payez assez cher, et de plus en plus cher pour l'État français. Sauf qu'ici, donc, le découvert, c'est celui de l'État, mais c'est quand même vous qui réglez les intérêts. Ce sont les contribuables, évidemment. Et c'est pas prêt de s'arrêter car la facture grossit chaque année. La charge de la dette a bondi de près de 15% en un an pour atteindre 58 milliards d'euros en 2024. La France vit au-dessus de ses moyens. La France d'aujourd'hui vit au-dessus de ses moyens. Notre pays est en danger parce que nous sommes au risque du surendettement. Regardons ce qui reste pour les autres postes. 32 € pour la défense, 31 € pour la recherche, 26 € pour la sécurité, 17 € pour l'environnement et tout en bas de la pile, 5 € pour la justice. 5. Pour les tribunaux, les magistrats, les prisons, tout ça tient dans le plus petit poste de la liste. Alors on peut débattre du montant qu'il faudrait vraiment y allouer. Mais le contraste, lui, est parlant. 567 € d'un côté pour la protection sociale, 5 € de l'autre pour la justice. Et cet écart, plus de la moitié d'un côté, des miettes de l'autre, n'a rien d'un accident. C'est pas une question de manque d'argent. Avec 57,1% de notre PIB en dépenses publiques, nous sommes selon Eurostat le deuxième pays de l'Union, juste derrière la Finlande. Il vient d'un choix acté depuis des décennies et jamais vraiment rediscuté. Celui d'un État qui redistribue des revenus plus qu'il ne rend de services. Avant que la puissance publique n'intervienne, les 10% de Français les plus aisés ont un revenu 26 fois supérieur à celui des 10% les plus modestes. 26 fois.
fois. Après redistribution, ce rapport tombe donc de 26 à 3,5. Le système français, autrement dit, réduit les inégalités de revenus de 87%. C'est donc un choix de société. Ce qui est troublant, c'est qu'on ne le voit pas, parce qu'on se rend rarement compte que l'État dépense pour nous. La majorité des services financés par l'impôt sont invisibles au quotidien. Aucune ligne sur votre feuille d'impôt ne vous dit « Cette année, vous avez reçu 10 000 € de services publics ». L'école, l'hôpital, les routes, tout est là, financé dans l'ombre par vos prélèvements. Parce que 56% des Français reçoivent davantage de l'État qu'ils ne lui versent. Et le gain moyen pour ces bénéficiaires nets, c'est 23 900 € par an. Une année de lycée, 13 020 € en moyenne, payés par l'État, par élève. Si vous avez par exemple 2 enfants au lycée en même temps, l'État avance plus de 26 000 € chaque année pour eux, sans que vous signiez le moindre chèque. Un séjour à l'hôpital, c'est la même logique. Plusieurs milliers d'euros, parfois dizaines de milliers d'euros. Cette invisibilité a un effet très concret. Elle nourrit le sentiment de payer pour rien. Selon la 3e édition du baromètre annuel du Conseil des prélèvements obligatoires, 8 Français sur 10 jugent le niveau d'impôt trop élevé. C'est normal. On voit ce qu'on paie, jamais vraiment ce qu'on reçoit. Et pour mieux s'en rendre compte, à l'opposé du modèle français, on a les États-Unis. L'école, la santé, on les paie de sa poche, on voit directement les flux. Sur le papier, c'est séduisant. On se dit qu'au moins là-bas, on paie pour soi, sauf que l'addition peut être très très salée. La santé américaine coûte presque 2 fois plus qu'en France, environ 14 900 $ par habitant, contre 7 400 ici, pour un résultat qui est loin d'être à la hauteur des attentes. Espérance de vie plus basse aux États-Unis, système plus inégalitaire et une maladie qui peut vous ruiner du jour au lendemain. Le meilleur témoin qui me vient à l'esprit, c'est Jean-Marc Sylvestre. Ce journaliste économique a passé sa carrière à dénoncer le poids des charges sociales en France, jusqu'au jour où une infection l'envoie à l'hôpital pour une opération à cœur ouvert, intégralement prise en charge par la sécurité sociale. Aux États-Unis, la même intervention l'aurait complètement ruiné, plus de 250 000 €. Depuis, il a changé d'avis et il l'écrit noir sur blanc, le déficit de la sécurité sociale que j'ai tellement critiqué m'a sauvé la vie. Finalement, ces cotisations que parfois on maudit, c'est une assurance collective contre la catastrophe. Donc non, le problème n'est peut-être pas trop d'État. Et la solution, ce n'est peut-être pas de tout privatiser. On a vu que le modèle américain ne fonctionnait pas non plus. Donc, le vrai problème, c'est pas comment on a construit ce système. Le vrai problème, c'est si l'argent est là, pourquoi le niveau des services publics dégringole en chute libre. Il n'y a plus de moyens dans les services publics, que ce soit les hôpitaux qui manquent cruellement de moyens, que ce soit les écoles. On a vu la catastrophe pendant les canicules et les classes qui sont juste un enfer pour les élèves. On peut citer de plus en plus de services publics qui se détériorent au fil des années. Alors, qu'est-ce qui se passe? Une partie de la réponse est déjà sous nos yeux. C'est 567 € qui vont à la protection sociale. Un poste qu'on ne peut quasiment pas toucher. Retraite, allocation indexée sur l'inflation, ça monte tout seul chaque année. Alors, quand il faut économiser, on ne rogne pas là. On rogne ailleurs, toujours au même endroit. La justice, la recherche, l'environnement. Ces services dont on ne voit pas la dégradation jusqu'au jour où on se prend le retour de flamme. Voilà le profond décalage qu'on perçoit en France. Payer toujours plus, recevoir toujours moins. Une grande partie de la réponse aussi est dans le système des retraites, dont l'équation s'est complètement inversée, puisque avant on avait 4 actifs pour financer un retraité, aujourd'hui on a plutôt 1,4 actifs pour financer un retraité. Le système devient complètement déficitaire, donc c'est un problème aussi démographique, c'est un problème de répartition des âges. Et le pire dans ce système de retraite, c'est que une partie du budget de l'État, alors qu'on disait qu'il y avait 2 caisses, une partie du budget de l'État qui ne sert pas normalement à financer les retraites, ce sont normalement les cotisations, une partie finance en fait des retraites. On a comme ça le budget de l'État, donc finalement le déficit qui vient un petit peu combler le trou des retraites, alors que ce système de retraite est de plus en plus déficitaire. Alors une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors pour le système des retraites, j'en ai parlé dans cette vidéo, je vous la mets juste ici. Je parle notamment du système qu'on pourrait mettre en place, du système à 3 piliers. Ça pourrait être vraiment très intéressant, mais il faut un courage politique qu'aujourd'hui nos politiques n'ont jamais eu. Mais au-delà de ça, il y a une question qu'on ne s'est pas encore posée. C'est peut-être la plus dérangeante. En fait, pendant qu'on vous demande de toujours payer plus, pendant que des services ferment, que la dette s'accumule, que les services publics se détériorent, une partie de l'argent que l'État devrait encaisser est en train de partir ailleurs, légalement, discrètement, depuis des décennies. Combien? Comment? C'est ce qu'on va regarder maintenant. Revenons à notre histoire de péage. À l'origine, les péages étaient censés être que temporaires. Ils devaient simplement permettre aux concessionnaires de rembourser la construction de l'autoroute, mais en France, les concessions ont été prolongées encore et encore. Et même lorsqu'elles arriveront à leur terme entre 2031 et 2036, les péages ne disparaîtront pas.
l'État prévoit déjà de les maintenir. Autrement dit, ce qui devait être provisoire est devenu permanent. Payer toujours plus chaque année pour enrichir les actionnaires alors que c'était censé être un service public et sans qu'on bénéficie en retour du service attendu. Si l'État n'avait pas vendu ses parts, cela aurait pu constituer de belles recettes à l'heure actuelle, là où le pays en a le plus besoin. Malheureusement, les autoroutes ne sont qu'un exemple parmi d'autres. Et ça fait des décennies que l'État français privatise les gains et socialise les pertes. Un autre exemple que je trouve particulièrement éloquent, c'est celui de la FDJ, la Française des Jeux. Cette fois-ci, nous sommes en 2019. L'État décide de privatiser la FDJ en passant de 72% à 20% du capital. L'opération a été présentée comme une incitation à l'actionnariat populaire. Mais dans la réalité, ce sont surtout les institutionnels qui ont récupéré la majeure partie des actions. Rien de bien étonnant quand on sait que seul un Français sur 5 détient des actions. Si l'État avait conservé sa participation, il aurait perçu 245 millions d'euros de dividendes en 2023. Il n'en perçoit aujourd'hui qu'un peu moins de 70 millions. Sur 8 ans, le manque à gagner en dividendes équivaut au montant de la cession elle-même. Depuis 2023, l'État perd donc chaque année plusieurs millions d'euros qu'il doit aller chercher ailleurs. Et vous savez bien où. Mais tout ça, c'est quand même dingue. C'est-à-dire que la FDJ, c'est un super business. On vend des papiers à gratter 5 €, parfois plus. Ça coûte presque rien. Les bénéfices sont énormes. Donc l'État pouvait en profiter. L'État pouvait avoir une manne financière créant des bénéfices pour l'État et donc des recettes supplémentaires. Et au lieu de ça, l'État s'est dit, j'ai besoin d'argent tout de suite maintenant. On était en 2019, donc la dette n'était pas au niveau d'aujourd'hui, en plus de ça. Et donc, vous comprenez aussi le manque à gagner qu'il y a. On parle souvent des recettes et des dépenses de l'État, mais parlons aussi du manque à gagner. On l'a vu du coup avec les autoroutes, c'est des millions, des milliards de dividendes qu'on a perdus en cédant ces autoroutes. En plus, on les a cédés à un prix bradé. Pour la FDJ, on a vendu ça pour avoir de l'argent tout de suite maintenant, au lieu de voir le budget de l'État comme quelque chose de long terme. En fait, c'est les 32 milliards de super profits autoroutiers qui continueront de partir. Ce sont les dividendes de la FDJ que l'État ne perçoit plus et qui ne reviendront plus qui créent ce manque à gagner permanent. Et il se creuse chaque année pendant qu'on cherche des milliards d'économies chaque année. En plus de ça, ces cessions ont souvent entraîné des transferts de capitaux massifs à l'étranger, ce qui constitue autant de recettes en moins dans les caisses de l'État. Le manque à gagner ne vient pas seulement des actifs vendus, il vient aussi de l'argent qui sort par des portes dérobées. Les pertes sont moins visibles, mais tout aussi réelles. Rappelons-nous 2021 et le scandale McKinsey. Cette année-là, les Français ont découvert que l'État avait dépensé plus d'1 milliard d'euros de prestations de conseils externes, des missions sur la stratégie vaccinale, les retraites, les aides au logement, des sujets régaliens sous-traités à des consultants privés payés par vos impôts et souvent des consultants de sociétés américaines. Mais ce qui a vraiment provoqué le scandale, c'est la révélation du rapport sénatorial de mars 2022. McKinsey n'avait payé aucun impôt sur les sociétés en France entre 2011 et 2020. Le cabinet avait domicilié son siège dans une boîte aux lettres au Delaware où il payait 175 $ d'impôts par an. Le cabinet McKinsey n'a pas payé l'impôt sur les sociétés en France depuis au moins 10 ans, alors que son chiffre d'affaires sur le territoire national atteint 329 millions d'euros en 2020. Devant le Sénat, un dirigeant de McKinsey avait pourtant juré que le cabinet payait bien ses impôts en France. Est-ce que ça signifie que vous êtes soumis aux impôts français comme n'importe quelle société ? Bien sûr, Monsieur le Président. Et je le dis très nettement, nous payons l'impôt sur les sociétés en France et l'ensemble des salariés qui travaillent sont dans une société de droit français qui paye ses impôts en France. Le Sénat a saisi la justice soupçonnant un faux témoignage. L'affaire a finalement été classée en 2024 pour une raison qui peut faire sourire. Le parquet a estimé que McKinsey était bien assujetti à l'impôt en France à hauteur de 0 €. L'État vous demande de payer vos impôts, il sous-traite ses missions à prix d'or à un cabinet américain et ce cabinet ne paie pas les siens. Alors McKinsey n'est qu'un symptôme. Derrière lui, il y a un phénomène bien plus large et bien plus coûteux pour les finances publiques. La fraude fiscale. Elle coûterait entre 80 et 100 milliards d'euros par an à l'État français. En 2024, l'État a mis en recouvrement 16,7 milliards d'euros après contrôle. Ça paraît énorme, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Les estimations du manque à gagner réel sont beaucoup plus spectaculaires.
entre 80 et 100 milliards d'euros par an. Toutefois, soyons honnêtes, ces chiffres viennent du syndicat solidaire Finances Publiques. La Cour des comptes juge le phénomène mal cerné, mal chiffré, faute d'estimation officielle possible. Donc on attend une estimation officielle. Donc ça reste des estimations, mais même en retenant les fourchettes basses d'autres sources, autour de 60 milliards, les fuites sont quand même massives. D'autant plus que les formes que prend la fraude ne manquent pas d'ingéniosité. Prenons la fraude à la TVA dite carrousel. Des entreprises fictives se remboursent mutuellement de la TVA sans jamais rien avoir vendu. L'un des exemples les plus frappants, la fraude sur les quotas carbone. Rappelez-vous, entre 2008 et 2009, des réseaux organisés ont acheté des droits d'émission de CO2 en exonération de TVA auprès de fournisseurs européens, puis les ont revendus en France en facturant la TVA sans jamais la reverser à l'État. Le préjudice pour la France a été estimé à 1,6 milliard d'euros en quelques mois seulement. Vient ensuite évidemment l'optimisation agressive des multinationales, Apple, Amazon, Google, qui réalisent des montages légaux pour déclarer leurs bénéfices là où les impôts sont les plus faibles, loin du lieu où ils réalisent réellement leur chiffre d'affaires. Donc peut-être 80 milliards pour la fraude fiscale chaque année, alors que dans son dernier rapport, la Cour des comptes a été claire. Pour enrayer la dérive de nos finances, elle chiffre l'effort à près de 90 milliards d'euros. Près de 90 milliards d'économies et d'impôts demandés aux Français d'ici 2029. Pendant ce temps, la fraude fiscale, elle, ferait donc perdre entre 60 et 100 milliards chaque année. Donc une seule année de fraude récupérée effacerait presque tout l'effort qu'on nous demande. Ceci étant dit, il reste un dernier angle mort et non des moindres. Chaque année, l'État verserait aux entreprises plus de 200 milliards d'euros d'aides, subventions, allègements de cotisations, niches fiscales. Est-ce un scandale en soi? Non. Beaucoup de ces aides soutiennent l'emploi et l'investissement. Donc l'économie et finalement les impôts de l'État français d'un côté. Mais ce qui dérange, c'est ce que le Sénat a pointé. Ces 200 milliards ne sont quasiment ni évalués ni conditionnés. On ne sait pas vraiment ce qu'ils produisent. Environ 42% de ces aides vont pour les grandes entreprises, qui en général se portent très bien. Le reste pour les PME et les entreprises intermédiaires. La question n'est donc pas trop d'aides ou pas assez, c'est encore une fois où va cet argent? Pour quel résultat? Si c'est pour aider des entreprises qui font déjà des milliards d'euros de profits chaque année, qui en plus délocalisent leurs profits pour ne pas payer d'impôts sur les sociétés en France, l'État est doublement perdant. Et quand je dis l'État, c'est donc nous, les contribuables. On perd parce qu'on les subventionne et on perd de l'autre côté en plus car on ne récupère aucun impôt sur les sociétés. Alors il serait peut-être temps de chiffrer tout ça, de mesurer tout ça. On ne peut pas améliorer des choses qu'on ne mesure pas. Alors quand est-ce que la Cour des comptes va chiffrer le montant réel de la fraude fiscale? Quand est-ce qu'elle va essayer de l'enrayer? Quand est-ce qu'on va essayer de savoir exactement où vont nos subventions pour les entreprises? Quand est-ce qu'on va conditionner ces subventions-là pour des résultats concrets? Quand est-ce qu'également on va arrêter de privatiser les gains, vendre nos bijoux de famille de l'État français comme la FDJ, comme les autoroutes, et enfin peut-être créer un État avec un vrai portefeuille d'entreprise, avec un vrai fonds souverain qui portera enfin une grande partie des finances publiques. Alors en 2027, derrière chaque promesse, je baisse cet impôt, je sauve ce service, je trouve des économies, vous pourrez vous interroger en conscience. Bien sûr, loin de moi l'idée de vous dire quoi penser et encore moins pour qui voter, mais vous ne regarderez peut-être plus jamais un débat sur les impôts de la même façon. Vous avez les chiffres et vous avez les bonnes questions. Si vous voulez maintenant mieux gérer votre budget que l'État français, mieux gérer vos finances, passer des constats à l'action, préparer votre retraite vous-même et pas attendre celle de l'État, commencer finalement à investir simplement, intelligemment, je vous invite à regarder ma vidéo qui s'affiche à l'écran, un guide complet pour bien démarrer. C'est un excellent point de départ. Cliquez ici pour regarder la vidéo maintenant.